Bonjour à tous. Nous sommes réunis en cet après-midi pour faire un point pratique sur les décrets ZAN, donc zéro artificialisation nette, qui ont été publiés fin avril et pour certains en cours de publication. Donc cette conférence fait suite au dossier paru le mois dernier dans Opération immobilière, donc sur ce sujet. Elle est animée par Olivier Bonneau, Fanny Claire, Bérangère Joly et Marine Parmentier, que je remercie de leur investissement et de leur temps. Pendant cette conférence, tout au long de cette conférence, vous pourrez poser une question via la petite procédure que vous voyez à l'écran. Donc, c'est la petite flèche orange que vous avez à droite de votre écran. Il y a un bloc de questions qui va s'afficher, envoyer, et les questions seront traitées en fin de présentation. Il me reste à remercier encore une fois chaleureusement les 4 intervenants et de laisser la parole à Marine. Merci. Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup pour me laisser la chance d'introduire cette conférence. Alors, urgence climatique, lutte contre l'érosion de la biodiversité, sobriété foncière, lutte contre l'étalement urbain, autant de notions dont vous avez toutes et tous entendu parler, tant le sujet est grave, tant l'heure est importante, tant ces notions doivent avoir dès aujourd'hui des incidences directes dans nos vies quotidiennes. Le sujet est bien entendu une préoccupation mondiale. Il vient d'ailleurs d'être annoncé que la 15e conférence mondiale sur la biodiversité, la COP15, se tiendra en décembre à Montréal pour préparer le projet de cadre mondial visant à mettre un terme à la destruction des écosystèmes. Il est ensuite décliné au plan européen, puis national. En France, cela se traduit notamment par la stratégie nationale bas carbone. Il s'agit de la feuille de route que la France s'est donnée pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre et atteindre la neutralité carbone dès 2050. Pourquoi 2050? C'est indispensable pour être cohérent avec les engagements pris par la France dans le cadre de l'accord de Paris. Cet élan écologique, devenu une impérieuse nécessité, touche tous les secteurs de l'économie française, et notamment la production de bâtiments. La France s'est fixé comme objectif une décarbonation complète des bâtiments d'ici 2050, ce qui implique notamment d'améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments. Cela se traduit par de nouvelles réglementations environnementales pour les bâtiments neufs en 2020, la rénovation des bâtiments tertiaires, ainsi que la lutte contre les passoires thermiques dans le parc des logements. Toutefois, l'encadrement environnemental de la production de bâtiments va nécessairement de pair avec une maîtrise de la consommation foncière au sein des politiques de planification du territoire. Nous voici arrivés à la recherche de la sobriété foncière qui doit permettre de limiter les atteintes à la biodiversité. Rappelons qu'aujourd'hui, le changement d'usage des terres imposé par l'homme représente plus de 30% de la perte de la biodiversité terrestre. C'est considérable. Alors, j'ai évoqué la date de 2050 pour la mise en œuvre de la stratégie nationale des bas carbone. C'est également l'objectif calendaire qui a été fixé pour atteindre l'objectif ZAN, zéro artificialisation nette. Nous avons souhaité aujourd'hui vous présenter le ZAN et plus spécifiquement vous donner les clés de compréhension tant de la trajectoire définie pour atteindre l'objectif en 2050 que les outils mis à disposition pour y arriver. Nous remercions le groupe Moniteur et notamment Anne-Charlotte Gonauer de nous avoir permis de réunir d'éminents spécialistes qui vont s'efforcer de vous chanter en ce jour de la fête de la musique une chanson douce qui vous permettra de rester zen avec le ZAN. Tout d'abord, Olivier Bonneau, avocat associé du cabinet Rivière, vous rappellera en propos introductifs ce qui nous a conduit à l'objectif ZAN. Ensuite, nous assisterons aux échanges entre d'une part Madame Bérangère Joly, directrice juridique de la FPI, Fédération des promoteurs immobiliers, qui mettra à votre profit ses connaissances du droit de l'immobilier et de l'urbanisme et son expérience tirée de nombreuses années de suivi de l'évolution des politiques du logement et de l'habitat, ainsi que Madame Fanny Claire, avocate associée du cabinet Rivière, grande spécialiste des problématiques d'environnement et d'urbanisme, deux compétences qui seront à l'honneur dans l'heure qui va suivre. Je respecterai la thématique de la sobriété en confiant maintenant la parole à Olivier Bonneau. Merci. Bonjour à tous. Merci mille fois Marine pour ces propos introductifs en ce jour de la fête de la musique. Donc, je ne sais pas si on va chanter réellement, mais en tout cas, on va essayer de replacer, en tout cas pour ma part, avant de laisser la parole à la technique, entre guillemets, sur l'objectif ZAN, la trajectoire ZAN, à Fanny Claire et Bérangère Joly.
Je vais essayer de retracer dans quelle perspective historique l'objectif ZAN de zéro artificialisation nette se place. Alors, Marine a parlé de sobriété foncière, et c'est exactement le thème central qui a émergé en droit français à l'orée des années 2000, puisque la loi SRU, en 2000, en décembre 2000, introduit la notion de sobriété foncière dans le droit français, dans le droit positif français, dans la loi, et précisément, alors vous avez peut-être à l'époque, c'est assez lointain aujourd'hui, entendu le slogan selon lequel il fallait reconstruire la ville sur elle-même. Ce slogan a été traduit par un dispositif plus technique dans la loi, à l'article à l'époque 121-1 du Code de l'urbanisme. C'était le principe d'équilibre qui avait pour vocation une gestion économe des espaces agricoles, naturels et forestiers, et donc avait pour vocation d'équilibrer ce que l'on avait alloué à la consommation foncière pour développer les opérations urbaines et d'autres équipements, et par ailleurs préserver, sanctuariser pour les besoins de l'agriculture, notamment des espaces naturels et forestiers. Alors, ce principe d'équilibre, il n'était pas immanent, il devait trouver sa traduction dans les documents d'urbanisme qui ont été créés par la même loi, hein. Les SCOT et les PLU, je le rappelle, ont été créés par la même loi SRU, hein, qui sont venus remplacer les anciens POS, qui sont quasiment disparus du droit français aujourd'hui, quasiment. Aujourd'hui, sauf résurgence malencontreuse au contentieux. Dans ces documents d'urbanisme, le principe d'équilibre devait être traduit, que ce soit dans les SCOT ou dans les PLU. Et il a fallu quand même 10 ans à peu près pour que le juge administratif se saisisse de cet objectif et le principe d'équilibre pour sanctionner certains documents d'urbanisme, en l'occurrence des PLU. Vous avez la jurisprudence des années 2010, 2011 et 2012 des cours d'appel administratifs de Marseille et de Bordeaux qui ont sanctionné des PLU, alors Corse ou Aquitain, qui avaient finalement, dans la mobilisation des ressources foncières, exagéré la consommation au détriment donc, de la protection des espaces forestiers et agricoles. Alors, voilà, on l'a dit, introduction dans le droit positif par la loi du principe d'équilibre et donc de l'introduction de la sobriété foncière. Cette incise législative n'est pas restée sans suite. On va le voir, il y a une longue déclinaison de textes qui se sont succédés les uns les autres, mais un fait majeur quand même en 2005, c'est le vote par le Congrès de la Charte de l'environnement, laquelle, en 2005, donc un document du 1er mars 2005, décline dans le droit constitutionnel français, dans le bloc de constitutionnalité. Je rappelle pour les non-juristes que la Constitution gouverne tous les textes subséquents, et notamment la loi et tous les textes qui sont encore inférieurs, les décrets, etc. Et donc, dans la Charte de l'environnement de 2005, l'objectif constitutionnel de développement durable est clairement affiché, et toutes les politiques publiques doivent conduire à un développement durable. C'est un fait majeur qui a mis du temps également à produire ses effets en droit positif, puisque le juge s'en est saisi plus tardivement, le juge constitutionnel, et puis le juge aussi administratif s'en est saisi plus tardivement dans ses décisions. Néanmoins, dans le cadre, c'est extrêmement important de rappeler ce fait-là. Alors, après la loi SRU, il s'est passé 10 ans pour que ce soit appliqué le principe d'équilibre dans la jurisprudence d'une part, mais également 10 ans pour qu'un nouveau texte majeur vienne poser de nouveaux principes, vienne renforcer l'exigence de sobriété foncière. Il s'agit de la loi ENE, Engagement national pour l'environnement, plus connue sous le nom de Grenelle 2 de l'environnement, une loi donc de 2010 qui a succédé au Grenelle de l'environnement qui s'est déroulé en 2007 et 2008 sous la présidence de Nicolas Sarkozy à l'époque. Et pour la première fois, cette loi passe de principes généraux un peu gazeux, qui sont traduits, on l'a dit, par la jurisprudence lorsqu'il y a des erreurs manifestes d'interprétation, à un registre comptable. Un registre comptable dans lequel on va devoir fixer des objectifs, cette fois-ci chiffrés, de limitation de la consommation de l'espace et, pour les techniciens, réaliser des études de densification, hein, notamment pour les schémas de cohérence territoriale, donc les SCOT, et également fixer dans les PLU, les plans locaux d'urbanisme, des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace.
Alors, ce texte pose donc ces nouveaux… Le changement finalement systémique est dans la mise en place d'outils comptables. Et on va voir que la trajectoire ZAN reprend ces éléments comptables pour les affermir beaucoup plus fort aujourd'hui. C'était la troisième étape, la loi donc, ENE en 2010. Succède à cette loi la loi ALUR en 2014, vous la connaissez tous, en tout cas vous avez déjà entendu ce vocable, qui vient encore approfondir la démarche et la logique en obligeant le pouvoir local qui, encore une fois, prend des plans locaux d'urbanisme ou des SCOT à analyser les capacités de densification et de mutation des ensembles des espaces bâtis pour, une fois de plus, essayer de privilégier la densification et préserver les territoires à protéger, à savoir les territoires, une fois de plus, agricoles, naturels et forestiers. Ces textes-là, une fois de plus, renforcent les outils incitatifs, et on arrive très vite, en 2018, je vais vite, hein, évidemment, c'est le but de l'introduction que de vous brosser ce portrait rapide de ce que c'est que la sobriété foncière en français. Donc en 2018, arrive la loi Elan, qui vient pour la première fois écrire dans le droit positif, dans la loi, et fixer à l'article L101-1 du Code de l'urbanisme l'objectif de lutte contre l'étalement urbain. Avant, on avait un objectif de sobriété foncière un peu diffus. Ici, on vient flécher du doigt, pointer du doigt, pardon, l'objectif clair de lutte, c'est un mot fort, contre l'étalement urbain. Alors, cette loi Elan, donc, dans la précédente mandature, qui vient de s'achever, est la première qui vient encore renforcer significativement les outils d'orientation donc vers la sobriété foncière. Elle crée également un outil qui s'appelle l'ORT, l'opération de requalification du territoire, qui permet notamment de concentrer les efforts sur les territoires déjà urbanisés et qui ont besoin d'être redynamisés. Et donc, une fois de plus, on concentre son effort dans cette loi récente sur, une fois de plus, et pour reprendre les termes de la loi SRU, la reconstruction de la ville sur elle-même, sa redynamisation, etc. Alors, avant de parler de la loi climat, et en quelques mots seulement, parallèlement à toutes ces lois qui se sont succédées sur la sobriété foncière, beaucoup de choses se sont passées en droit de l'environnement et de l'urbanisme dans cette vingtaine d'années qui s'est écoulée entre 2000 et 2018, enfin 18 ans. Beaucoup de textes de droit de l'environnement et de droit de l'urbanisme sont venus systématiser les évaluations environnementales, que ce soit les évaluations environnementales relatives à des documents d'urbanisme ou à des projets. Alors, ce changement profond vient profondément modifier les habitudes des opérateurs économiques, ou alors collectivités territoriales, puisque chaque choix d'urbanisation, que ce soit à l'étape planification ou à l'étape opérationnelle, devra et doit être justifié au regard de la séquence bien connue, éviter, réduire, compenser. Et c'est un changement notable puisque pendant très longtemps, avant les années 2000, et un peu après également, il faut le reconnaître, on a raisonné plutôt en logique de production de logements sur tout le territoire pour répondre à des objectifs nationaux. Après cette période où on commence à toucher du doigt la nécessité de sobriété foncière, qui a été d'ailleurs bien rappelée à son niveau international par Marine Parmentier, on vient orienter les politiques publiques avec ces outils que sont les évaluations environnementales. À côté de quoi, la défense des espèces protégées a pris de la vigueur. Ça a également fait l'objet d'un autre dossier sous notre plume à la revue Opérations immobilières. Et c'est un point parallèle mais important de l'époque dans laquelle on vit aujourd'hui sur les sujets des opérations immobilières. Et tout récemment, donc en mars, vous avez entendu parler du décret clause filet qui est venu finalement refermer la logique des évaluations environnementales et resserrer l'analyse de tous les projets immobiliers ou à l'échelle urbaine en systématiquement exigeant des porteurs de projets, qu'ils soient publics ou privés, de venir justifier que l'opération projetée, la planification envisagée, ne remettait pas en question les principes éviter, réduire, compenser du droit de l'environnement. Je passe évidemment très vite sur ces aspects-là qui mériteraient évidemment d'être développés beaucoup plus, mais c'est pour vraiment, encore une fois, brosser un portrait historique. Alors, dernier point, évidemment, vous l'attendez tous, on parle de la loi climat et résilience de août 2021,
C'est cette loi qui, au travers de plus de 200 articles, à l'un de ces articles, vient poser l'objectif ZAN, la trajectoire ZAN, plus exactement, on va en reparler bien sûr dans le détail. L'objectif ZAN, c'est un peu tout ce qu'on a dit avant, mais appliqué de manière beaucoup plus stricte, avec un objectif calendaire extrêmement strict, qui se décline en deux phases. Une phase que explorera Fanny, c'est la première phase de 10 ans, qui va qui va imposer aux autorités locales de réduire leur consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers de moitié par rapport à la décennie qui a précédé 2021. Donc, on va prendre comme référence la consommation foncière entre 2011 et 2021 pour, après 2021, donc entre 2021 et 2031, réduire de moitié la consommation foncière en France sur l'ensemble du territoire national. On va revenir dans le détail après. Et après cette période initiale de transition, qui ne sera pas du tout simple comme l'expliquera Fanny, on va vraiment entrer de plein pied dans l'objectif ZAN, qui va viser à compenser au mètre carré près, si j'ose dire, mais c'est un peu exagéré, à l'hectare près plutôt, chaque consommation foncière par en face une renaturation en restant donc dans l'enveloppe urbaine de 2031. Je simplifie bien évidemment à l'extrême et en introduisant le propos de Bérangère Joly qui va poursuivre l'exposé en rentrant vraiment dans la salle des machines et en déclinant dans le détail ce qui a présidé à l'élaboration des décrets d'application de la loi climat et résilience et la logique qui est sous-tendue par ces décrets. Je vous remercie. Bonjour à tous, merci Olivier pour ces propos introductifs. Merci aux organisateurs de ce webinaire de m'avoir permis de participer, d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, je ne prétends pas du tout être musicienne. Néanmoins, on va tenter avec Fanny de vous décrypter la partition, on va dire, de ce qu'est la trajectoire ZAN. Et comme Olivier l'a très bien introduit, effectivement, on est sur une trajectoire et donc on va essayer de vous décrypter aujourd'hui, donc rappeler l'objectif de cette trajectoire-là, son calendrier et aussi l'échelle, parce qu'il y a beaucoup d'aspects à aborder. Donc, comme Marine Parmentier l'a rappelé également, l'objectif ZAN, donc pour zéro artificialisation nette, a été posé dans la loi climat et résilience de l'été 2021. Donc, fixer cette trajectoire-là dans un calendrier national avec une échéance, butoir au final, fixée à 2050. Une fois qu'on a dit ça, l'objectif national qui est posé au niveau législatif et donc dans la loi que vous reproduisez ici après, c'est ce qu'expliquait Olivier, c'est qu'en fait, on va observer donc la consommation d'espace, et donc là, on ne parle pas d'artificialisation, mais ça, on y reviendra. Donc, l'objectif qui est fixé par le législateur, c'est d'observer la consommation d'espace de la précédente décennie, donc qui a précédé la publication de la loi, donc 2011-2021, de réduire cette consommation d'espace de moitié sur la première période décennale qui suit la publication de la loi, donc 2021-2031, et ensuite une déclinaison, en fait, on va dire calendaire, à la fois calendaire, temporel et spatial, je vais y revenir plus en détail, de cette trajectoire donc de réduction de l'artificialisation. Donc, vous voyez, il y a vraiment différentes notions, à la fois consommation d'espace, puis artificialisation, diminution par deux, parce que souvent on dit le ZAN, oui, on va tout diviser par deux, c'est beaucoup plus nuancé que ça. Donc, l'objectif final, entre guillemets, de 2050, et cet objectif national. Alors, cet objectif, il a été posé au stade du projet de loi au niveau national et les débats, en fait, ont conduit à amender le texte, en particulier pour prévoir une application différenciée et territorialisée de cet objectif-là. Alors, une fois qu'on a dit ça, si on peut passer à la slide suivante, on va pouvoir donc aborder cet aspect de la déclinaison
territoriale de cet objectif national. Donc, comme je vous l'expliquais, on a une déclinaison de cette trajectoire, donc à la fois dans le temps et dans l'espace. Cette trajectoire-là, notamment, donc, va être définie au niveau en particulier des régions. Là aussi, on y reviendra un petit peu plus en détail. Et cette trajectoire-là se traduira notamment, parce qu'il y a un moment, il faut pouvoir fixer les objectifs et les traduire dans des documents. Donc, en particulier dans la planification territoriale, voilà, cette trajectoire-là devra être inscrite dans les différents documents que sont les SRADET, les SCOT, les PLU. Et donc, là, on vous a remis les dispositions de la loi qui expliquent bien, voilà, comment la notion d'artificialisation et la définition de la trajectoire de réduction de l'artificialisation va se faire dans les documents d'urbanisme. Donc, on est sur une réduction du rythme d'artificialisation, et donc on n'est pas sur la notion de diviser par deux la consommation d'espace qu'on a vu précédemment, par période de 10 ans. Cet objectif étant décliné dans différentes parties du territoire régional. Donc, en fait, le parti qui a été pris par le législateur, c'était de fixer cet objectif national qu'on a vu précédemment et de le décliner dans les régions à travers notamment les outils que sont les SRADET. Et d'ailleurs, un décret d'application a été publié fin avril qui vient préciser cette traduction-là, mais on y reviendra plus en détail. Donc, une fois qu'on a dit qu'on était sur une déclinaison territoriale de cet objectif-là, vous verrez dans la slide suivante la déclinaison donc temporelle qu'a déjà évoqué Olivier Bonneau de cette trajectoire-là. Donc là aussi, on est donc toujours sur la date butoir de 2050, mais on le voit, c'est un travail donc, qui va se cadencer dans le temps et qui a déjà commencé, et donc qui va en fait être distincte selon les périodes. Et la principale distinction sur laquelle nous allons insister, et en particulier Fanny Claire sur cet aspect, c'est en fait, puisque quand la loi a été débattue au Parlement et qu'on a posé la notion d'artificialisation, qui n'est pas une notion complètement nouvelle, hein, mais pour définir, décliner cette trajectoire nationale, notamment dans les documents d'urbanisme, c'est poser la question de savoir voilà, quelles sont les notions qu'on allait retenir, et notamment la loi renvoyait un décret. Donc, c'était l'idée pour les parlementaires et le gouvernement de laisser le temps aux parties prenantes de savoir de quoi on parle, de faire entre guillemets un état des lieux, qu'il y ait un consensus sur les différentes notions à manier, une pédagogie à faire aussi sur ces différentes notions pour pouvoir ensuite la décliner de manière opérationnelle. Donc aujourd'hui, on est dans cette première phase, la première période décennale donc, que j'évoquais tout à l'heure, qui est la période 2021-2031, donc où on va observer la consommation d'espace de la précédente décennie, pour ensuite fixer l'objectif, cette fois-ci de réduction par 2, de la consommation des ENAF, donc les espaces naturels, agricoles et forestiers, sur cette période 2021-2031. Ce n'est qu'en 2031, donc en fait aujourd'hui on parle du présent et du futur, donc futur très lointain entre guillemets. Ce n'est donc qu'à partir de 2031 et jusqu'à 2050 qu'on observera l'évolution de l'artificialisation des sols. Et donc c'est une notion distincte, je l'aurais insisté sur par rapport à la consommation d'espace. Une fois qu'on a observé, donc décrit cette déclinaison temporelle, comme je vous le disais tout à l'heure et comme ça ressort de la slide suivante, cette trajectoire-là doit être traduite dans les documents de planification. Alors, je m'excuse par avance de cette partition peut-être illisible, mais néanmoins nécessaire, mais parce que synthétique. Voilà, l'idée en fait de cette slide-là, c'était de vous donner une sorte de vue générale de cette déclinaison administrative, on va dire finalement, de la trajectoire ZAN dans les différents documents de planification qui sont concernés, avec les échéances, différentes échéances qu'il faut avoir en tête. Alors, dans les premières échéances qu'il faut avoir en tête, il y a la mise en
ce que j'appelle alors certains parlent de climatisation, donc on peut peut-être retenir ce terme-là puisqu'on sort d'un pied canicule. Donc la climatisation des SRADET, hein, qui doit être initiée au plus tard à compter du 22 août 2022 et qui doit permettre l'aboutissement, enfin l'adoption en fait des SRADET, on va dire climatisés ou ZANés, d'ici 2024. Donc c'est un gros travail, et ça aussi on y reviendra un petit peu plus en détail, pour les régions, qui donne lieu actuellement en fait à des conférences des SCOT. Donc ça on y reviendra, c'est les petites flèches en pointillés, puisque la conférence des SCOT est une institution voilà, qui a été visée dans la loi et qui permet en fait de faire le lien entre les différents niveaux de territoire pour la définition de cette trajectoire et leur traduction dans les documents de planification. Donc, première étape, en fait, on a un système, j'allais dire, d'entonnoir territorial de cette trajectoire ZAN dans les différents documents de planification. Et donc, on commence avec les SRADET. Une fois les SRADET climatisés ou ZANés, je ne sais pas ce que vous préférez, on pourrait faire un sondage, cette déclinaison donc, de la trajectoire ZAN devra se retrouver dans les SCOT. Donc là aussi, la loi fixe un calendrier assez précis et assez contraint, ce qui a beaucoup ému les associations de collectivités territoriales. Donc pour les SCOT, la loi fixe l'objectif de mettre en révision ou modifier les SCOT d'ici 2026. Et cette trajectoire-là doit également se traduire ensuite d'ici 2027, 22 août 2027, dans les PLU. Et vous voyez ce petit picto du gendarme, puisque le législateur a tout prévu pour voilà, marquer en fait son attachement à ce dossier particulièrement prégnant de réduction du rythme d'artificialisation. Les SCOT qui n'ont pas été mis en compatibilité, enfin modifiés ou révisés pour tenir compte des objectifs de réduction de l'artificialisation, conduiront à une sanction de suspension des ouvertures à l'urbanisation des zones AU et des ENAF, donc une sanction assez dure. Et de la même manière, si les PLU ne sont pas mis ne comportent pas de traduction de la trajectoire ZAN, là, la sanction se fait au niveau de la délivrance des autorisations, puisque aucun permis ne pourra être délivré dans les zones à urbaniser. Donc, on voit le législateur, j'aimerais dire, a tout prévu. Le calendrier très précis, les différents documents concernés et les sanctions, voilà, pour inciter lourdement les différentes collectivités territoriales à se mettre en branle sur cette thématique. Sur cette slide, je vous ai mis également, mais on y reviendra plus tard, donc la fameuse conférence des SCOT, mais également alors les échéances électorales, parce qu'on ne va pas... voilà, on l'a vu ce week-end, les élections peuvent bouleverser beaucoup de choses, et donc on aura d'ici 2050 au moins des élections municipales et régionales, ce qui n'est pas neutre sur cette trajectoire-là. Mais également les rapports, je vous ai mis un rapport ZAN dans les slides pour faire court, mais ça aussi on verra une fois qu'on a posé cette trajectoire-là. Il y a la loi prévoit différents outils d'observation et de suivi en fait de cette trajectoire posée dans les documents d'urbanisme. Donc voilà pour poser un petit peu ce cadre général, et comme Olivier le disait, on va rentrer dans le cœur de la machine en revenant sur les définitions des différentes notions donc, que j'évoquais, à la fois la consommation d'espace et l'artificialisation. Mais sur cette première définition de consommation d'espace, je cède la parole à Fanny. Merci Bérangère, bonjour à toutes et tous. Alors en effet, maintenant que la déclinaison au sein des documents d'urbanisme et de planification des objectifs de réduction de la consommation foncière et donc les échéances ont été abordées par Bérangère, il faut s'attacher à explorer les définitions ou plutôt la délimitation des espaces qui seront comptabilisés comme consommant du foncier.
Et lorsqu'on y regarde de plus près, on se rend compte que ce n'est pas si simple que ça pour les auteurs de SRADET, de SCOT, de PLU, de définir ce que sera un espace consommant du foncier dans 10 ans ou dans 30 ans. Alors, la première notion sur laquelle on va s'arrêter, c'est les ENAF. Les ENAF, donc, ce sont les espaces naturels, agricoles et forestiers. Entre 2021 et 2031, il conviendra de réduire de moitié à minima sur l'ensemble du territoire national la consommation réelle donc des ENAF par rapport à la consommation qui a eu lieu les 10 dernières années. Alors, comme vous l'avez compris, cette réduction, elle dépendra des régions et des efforts qui auront été réalisés par les territoires sur les 10 dernières années. Alors, pourquoi est-ce qu'on se rattache à la notion d'ENAF? Parce qu'en réalité, cette notion d'ENAF, elle est connue. Elle est connue depuis bien longtemps. Elle permet de distinguer les espaces urbanisés des autres espaces qui sont des espaces donc agricoles, naturels et forestiers. Donc, le législateur s'est dit qu'il serait peut-être plus simple sur les 10 prochaines années de travailler à partir de cette notion-là. Pourquoi? Puisque, comme l'a dit Bérangère, en effet, à la date de promulgation de la loi, la notion de des espaces ou la notion d'artificialisation des sols, n'était pas encore précisément définie, puisque cette notion renvoie à des décrets et des arrêtés qui sont en partie pris, mais pas totalement. Et en plus, il n'y avait pas, et il n'y a toujours pas sur l'ensemble du territoire national, les outils qui permettent en réalité de récupérer l'ensemble des données permettant de mesurer l'artificialisation de ces sols. Donc, le législateur s'est dit, très bien, sur 2020-2031, on va travailler à partir de la notion d'ENAF. Sauf qu'en réalité, c'est un petit peu un faux ami, parce que même si on l'utilise depuis plusieurs années dans le code de l'urbanisme et que cette notion est reprise dans les SCOT et les PLU, cette notion n'a jamais été précisée par le législateur. Donc, la loi climat et résilience est quand même venue définir, mais vous le verrez très largement, la notion d'ENAF. En effet, le législateur nous dit doit être considéré comme une consommation d'ENAF la création ou l'extension effective d'espaces urbanisés sur le territoire. Donc, en réalité, il renvoie à la notion d'espace urbanisé. Tout ce qui n'est pas espace urbanisé est ENAF et donc consomme du foncier. Donc, la question revient à se poser de savoir ce que doit être considéré comme un espace urbanisé. C'est là où ça se complique un petit peu, puisqu'on ne part pas de rien, en effet. On a des critères jurisprudentiels qui ont été fixés notamment par le juge administratif, parce que l'espace urbanisé est une notion qui est utilisée notamment dans les communes littorales, les communes soumises aussi à la loi montagne, ou sur certains espaces qui ne sont pas couverts par des documents d'urbanisme. Mais ces critères sont assez généraux, puisqu'on considère en jurisprudence qu'est un espace urbanisé, un espace caractérisé par un nombre et une densité significative de construction. Donc, en réalité, ça nécessite pour les auteurs de SRADET, de SCOT et de PLU, en fonction des échelles à laquelle ils se placent, de regarder précisément, parfois à la parcelle ou par secteur, quels espaces peuvent être considérés comme urbanisés et quels espaces peuvent être considérés comme espaces naturels, agricoles et forestiers. Ça a quand même une incidence parce que c'est ce qui a été rappelé quand même au début de ces propos, dans les propos introductifs par Olivier Bonneau. Aujourd'hui, on change complètement de méthode. Avant, on était dans une méthode qualitative qui, en effet, avait fixé certains objectifs de réduction. Mais aujourd'hui, avec la loi climat et résilience, on entre dans une vraie méthode de comptabilisation à l'hectare près. Donc, pour certains documents, il pourrait être dangereux de qualifier d'espaces urbanisés des espaces qui en réalité sont des ENAF et de délivrer des autorisations sur ce type d'espace. Ça pourrait en effet, au contentieux, entraîner des annulations partielles et des annulations donc en boucle pour les autorisations d'urbanisme qui seraient délivrées sur ces espaces. Donc voilà, on attend une instruction, une circulaire apparaître qui viendrait préciser les contours de cette notion et qui devrait sortir, nous l'espérons, d'ici la fin de l'été. Et dernier point, la loi prévoit une exception
pour, en effet, les installations de production d'énergie photovoltaïque qui répondent à certains critères, mais je ne rentrerai pas dans les détails. Et donc, pour ces installations, quand bien même elles sont implantées sur des ENAF, ces installations ne consommeraient pas de foncier. Voilà. Donc ça, c'est la notion applicable pour la tranche 2021-2031. Et je redonne la parole à Bérangère qui va vous expliquer la notion de référence pour les deux tranches décennales suivantes, à savoir de 2031 à 2050, et donc qui va vous préciser la notion d'artificialisation des sols. Merci. Voilà, donc une fois qu'on sera en 2031, on basculera donc dans la notion d'artificialisation, donc qui a été définie notamment dans la loi et précisée par des décrets récemment parus, donc, que je vais vous présenter. Donc effectivement, la loi définit, j'allais dire le tout, hein, le Z, enfin, pas tellement le Z, mais au moins le A et le N. Donc l'artificialisation, sans grande surprise, puisque c'était déjà une notion connue, mais elle est posée voilà, dans la loi. On est sur la notion d'atteinte à la fonctionnalité des sols. Donc l'artificialisation, c'est l'altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d'un sol, notamment biologiques, hydrique, je vais y arriver, et climatique et agronomique. La loi a également défini la notion de renaturation ou désartificialisation pour pouvoir poser ensuite, définir, j'allais dire, le N, qui est le net. Donc la renaturation, sans grande surprise là aussi, on est sur la restauration des fonctionnalités du sol auquel on a porté atteinte en artificialisant. Et donc le net, puisque c'est l'objectif toujours de 2050, eh bien c'est ce solde donc entre l'artificialisation et la renaturation des sols constatés sur un périmètre, une période donnée. Donc la période, on l'a déjà évoqué, et le périmètre, donc on l'avait évoqué aussi, mais on y reviendra plus en détail. Donc une fois que la loi a posé la notion d'artificialisation, j'allais dire de manière générale, elle a posé une définition plus précise qui est exposée dans la slide suivante, dans les documents d'urbanisme. Donc l'artificialisation dans la planification, donc on va retomber sur ces notions, alors non pas de renaturation, mais de non-artificialisation. Et donc, pour définir dans la fameuse trajectoire ZAN dans les documents de planification, donc on va retenir la notion d'artificialisation en se référant soit à la notion d'imperméabilisation à raison du bâti, soit de sol stabilisé compacté ou de matériaux composites. Sur la notion de surface non artificialisée, on sera sur une surface ou naturelle ou végétalisée. Et donc, c'est déjà ces grandes catégories qui ont été fixées au niveau de la loi ont été précisées par un décret d'application donc qui vient poser une nomenclature des sols artificialisés et l'échelle à laquelle cette artificialisation doit être appréciée. Donc sur la slide suivante, vous avez alors l'ensemble, c'était le calendrier prévisionnel, hein, puisque comme tout calendrier prévisionnel, il y a des dérapages, donc vous pourrez l'observer un petit peu plus en détail. Mais donc parmi ces nombreux décrets d'application, et notamment paru celui que nous allons, qui est reproduit dans la slide suivante, qui est ce qu'on appelle le décret nomenclature, et donc qui est le décret pris pour l'application des dispositions législatives que je vous ai présentées tout à l'heure, et qui reprend donc les différentes rubriques qui ont été posées au niveau législatif. Donc ce décret, il est paru fin avril. Il a fait l'objet de nombreux commentaires, que ce soit en amont, pendant et même après donc sa mise en consultation publique, parce qu'effectivement, c'est un décret qui est assez attendu, en particulier des collectivités, pour pouvoir inscrire leur trajectoire ZAN dans les différents documents de planification. Et les notions qui y figurent ont évolué au fil du temps. Donc, dans l'esprit de la loi, le décret reprend donc la notion, la distinction binaire surface artificialisée, non artificialisée. Et dans les surfaces artificialisées, on va retrouver celles qu'on a au niveau législatif. Donc, les surfaces imperméabilisées à raison du bâti. Donc là, sont visées les constructions et aménagements.
Sont également visées les surfaces dont les sols sont imperméabilisés en raison d'un revêtement artificiel, asphalté ou bétonné, couvert de pavés ou de dalles. Donc ça, on voit bien, je pense que c'est assez clair pour voilà, des parkings bétonnés, entre guillemets, et asphaltés autour, par exemple, de centres commerciaux. On a les surfaces partiellement ou totalement perméables. Donc là, on a une autre typologie. Donc, dont les sols sont stabilisés, compactés ou recouverts de matériaux minéraux. Donc ça a aussi suscité beaucoup de réactions sur le fait que certaines de ces surfaces soient comptées comme artificialisées. On retrouve également les surfaces recouvertes de matériaux composites. Et la 5e rubrique des surfaces artificialisées, qui nous a beaucoup occupé côté FPI, sont les surfaces et usages résidentiels de production secondaire ou tertiaire, infrastructures, transport ou logistique, dont les sols sont couverts par une végétation herbacée, y compris si ces surfaces sont au chantier ou en état d'abandon. Alors cette notion de végétation herbacée, elle a été beaucoup débattue, et pour que ce soit un petit peu plus clair pour les personnes qui nous écoutent actuellement, c'était ce qui existait dans une précédente version du décret à travers les surfaces non ligneuses. Concrètement, effectivement, on est sur l'idée du pouvoir réglementaire derrière cette définition, et plus exactement cette rubrique. C'était en fait de considérer toutes les surfaces, alors là c'est vraiment herbacé, donc c'est des pelouses ou des prairies qui sont attenantes à des constructions, donc soit du logement, soit des éléments type effectivement logistique, industrie. Et donc même si ces espaces-là sont verts entre guillemets, ils ne rentrent pas dans la catégorie des surfaces non artificialisées. Puisque déjà, voilà, selon les écologues, ces surfaces-là ont une fonctionnalité déjà altérée. Et le deuxième aspect, c'était aussi de pouvoir, du fait que ces surfaces puissent constituer des gisements, en fait, d'artificialisation. Je ne sais pas si c'est clair, Olivier parlait en propos introductifs de l'équilibre, en fait, entre les différents espaces. Là, effectivement, l'idée, c'est que sur les surfaces artificialisées qui ne soulèvent pas, j'allais dire, de débat, comme des constructions ou des surfaces asphaltées, bétonnées ou minérales, la question qui va se poser en particulier pour à la fois les opérateurs, mais surtout en amont les collectivités, c'est de pouvoir identifier les gisements à la fois d'artificialisation et de renaturation pour pouvoir en fait ne pas compromettre le développement, puisque ça c'est une préoccupation importante pour les associations de collectivités sur cette thématique. C'est comment combiner sobriété foncière et développement des territoires. On a vu que, notamment post-confinement, certains territoires ont rencontré un certain succès, et donc on voit des mouvements démographiques de population donc vers différents territoires qui, eux, sont très heureux d'accueillir tous ces nouveaux ménages, nouvelles entreprises. On a des enjeux de réindustrialisation du territoire dans le contexte actuel. Et donc, la grosse inquiétude des collectivités, c'était comment pouvoir concilier tout, en fait, cette sobriété foncière et développement des territoires. Donc, typiquement, ces surfaces-là, dès lors qu'elles sont déjà artificialisées, parce qu'il y a déjà des bâtiments, des constructions, pourront être étendues sans pénaliser, en fait, les surfaces non artificialisées de ces territoires. Donc, ça, c'est pour la partie artificialisée. Maintenant, qu'est-ce qui va pouvoir, entre guillemets, contrebalancer ces surfaces artificialisées, donc les surfaces non artificialisées? Donc, ce sont les surfaces naturelles, les surfaces à usage de culture, y compris donc agriculture, sylviculture et aquatique, et les surfaces naturelles ou végétalisées qui ne constituent pas un habitat naturel, qui ne rentrent pas dans les autres catégories, y compris celles que je viens d'évoquer. Donc, l'idée, c'était effectivement que vous ayez en tête les deux grandes catégories de surface, donc surface artificialisée, tout ce qui est bâti avec un revêtement qui soit minéral, composite ou on va dire artificiel, et les surfaces non artificialisées, donc qui sont en grande surprise, sont les surfaces naturelles
Alors de culture, ça a suscité quelques réactions. Donc les surfaces naturelles ou végétalisées. Alors végétalisées, compte tenu de l'évolution de la rédaction du décret, par rapport aux surfaces de végétation herbacée, on serait plus sur des surfaces arborées. Donc typiquement des forêts, voire certains parcs publics, voilà, qui pourraient rentrer dans les surfaces non artificialisées. Et il y a cette 5e catégorie, des surfaces artificialisées qui sont un petit peu entre deux, voilà, dans le but en particulier de pouvoir constituer des gisements d'artificialisation sans pénaliser le développement économique notamment de certains territoires. Alors une fois qu'on a posé cette nomenclature et ces différentes catégories de surface, la loi avait prévu le principe. Alors juste peut-être la slide suivante. On a des schémas qui sont extraits de la note de présentation du décret et qui permettent de mieux comprendre les deux notions qu'on vient d'aborder. Donc, dans une première partie, donc sur la première période 2021-2031, la notion de surface consommée, donc c'est le petit schéma que vous avez à gauche, et les surfaces artificialisées. Donc, dans le schéma suivant, vous voyez qu'on est sur des notions donc distinctes et j'allais dire un maillage territorial, un impact territorial beaucoup plus précis en matière d'artificialisation. Alors l'autre enjeu ou l'autre volet entre guillemets du décret que je viens de vous présenter, c'est justement cette échelle à laquelle ces différentes surfaces seront appréciées. Alors le décret nous dit déjà que ce caractère artificialisé ou non artificialisé des surfaces est apprécié à l'échelle du document de planification, donc SRADET, SCOT, PLU, et non pas à l'échelle du projet. Vous allez me dire, ça c'est ce qui est prévu dans les textes. Aujourd'hui, c'est plus compliqué que ça. On en a parfaitement conscience, mais justement, c'était important que cette précision, de toute façon, qui était prévue par la loi, figure dans le décret, mais soit spécifiée aussi. Alors, ce qui peut perturber les opérateurs, parce que finalement, ils ont ce décryptage-là, mais ils n'ont pas la maîtrise finalement de ces équilibres à l'échelle du territoire du document de planification entre surface artificialisée et non artificialisée. Mais justement, l'idée, c'était d'appeler leur attention sur cet aspect, puisque ça aussi, ça fait partie des discussions sur ce projet de texte. C'est que parfois, à l'échelle d'un projet, cet équilibre ne peut pas toujours être mis en œuvre. Donc, de toute façon, c'était pas du tout l'esprit de la loi, et ça, le décret le précise. Alors, une fois qu'on a dit ça, il y a quand même un arrêté qui est attendu et qui devrait en fait définir les seuils. Donc, pour revenir sur les différentes catégories de surface, dans le petit tableau qu'on a vu précédemment, dans un prochain temps, on devrait avoir une petite colonne, on va dire, supplémentaire qui viendra préciser le seuil de déclenchement qui permettra de basculer, j'ai envie de dire, d'une catégorie à l'autre. Alors, je ne vous cache pas que c'est un enjeu pour tout le monde, que ce soit les collectivités comme les aménageurs et les constructeurs, puisqu'en fonction de cette maille-là, ça aura un impact non négligeable sur les différents secteurs voilà, d'un territoire à l'échelle d'un PLU, d'un SCOT ou d'un SRADET. Donc, il y a des observations, des tests, on va dire, qui sont en cours pour voir les effets de bord, sachant qu'il y a différentes options de seuil qui sont à l'étude. Et l'idée étant voilà, de trouver un bon équilibre entre observation et faisabilité, puisque c'est un des gros enjeux positifs de cette trajectoire-là, la faisabilité de cette trajectoire dans les territoires. Voilà, donc ça, c'est un prochain texte qu'on attend impatiemment. Donc, une fois qu'on a posé ces définitions-là, je vais laisser la parole à Marine pour... pardon, excusez-moi, à Fanny pour décliner les outils, voilà, les conditions de réussite de cette trajectoire. Merci Bérangère.
Alors, en effet, quelles sont les conditions de la réussite d'atteinte de cet objectif du ZAN en 2050? Alors, quand on regarde la circulaire du 7 janvier 2022, le gouvernement expliquait que le ZAN en 2050 ne signifiait pas l'arrêt de tout projet d'aménagement et de construction. Donc maintenant, la question qui se pose, c'est comment, alors que les fonciers vont se raréfier, travailler pour permettre donc une intensité urbaine tout en assurant une certaine qualité, qualité des constructions, qualité urbaine, qui permettent en réalité de convaincre la population. C'est une reprise un petit peu de la phrase d'Emmanuel Vargon qui nous disait « L'intensité urbaine nous permettra de relever le défi écologique, là où la qualité urbaine sera la clé pour convaincre et rallier les citoyens ». Alors, une fois qu'on a dit ça, il faut quand même regarder les outils mis en place par cette loi climat et résilience. Parce qu'en réalité, comme l'a exposé Olivier, cet objectif de densification, de revitalisation des centres, ces objectifs existent depuis très longtemps. Donc, est-ce que la loi climat et résilience, au-delà de fixer des objectifs quantitatifs de réduction de la consommation, va venir imposer certaines obligations ou certaines possibilités pour les acteurs pour justement travailler sur cette densification, sur ce renouvellement urbain, tout en privilégiant la qualité urbaine. Alors, on va s'intéresser tout d'abord aux outils mis en place au sein des SCOT et des PLU qui favorisent le renouvellement urbain. Anne-Charlotte, vous pouvez avancer, voilà, à la slide suivante. Alors, je ne vais pas passer beaucoup de temps sur l'ensemble des mesures puisque le temps file. Ce qu'il faut retenir, s'il faut retenir quelque chose, c'est l'étude de densification. L'étude de densification, c'est la nouveauté qui est intégrée au sein des PLU et des cartes communales. Les auteurs de PLU et de cartes communales ne pourront plus ouvrir à l'urbanisation des zones donc à urbaniser, des ZENAF, sans avoir justifié que la capacité d'aménager et de construire est déjà mobilisée au sein des espaces urbanisés, au sein des locaux vacants ou encore au sein des friches existantes. Donc, il y a vraiment une obligation pour les auteurs de PLU de travailler en priorité dans les surfaces, on va dire, déjà dans les espaces déjà urbanisés avant d'aller étendre et s'étendre sur, donc pour la première décennie, les espaces qu'on appellera les ZENAF, puis les espaces non artificialisés. Donc ça, c'est une nouveauté parce qu'avant, c'était une possibilité qui était introduite dans les SCOT, mais aujourd'hui, c'est une vraie obligation pour les PLU et les cartes communales. À ne pas confondre l'étude, alors on peut revenir en arrière, l'étude de densification avec l'étude d'optimisation. J'en parle rapidement parce qu'il y a un projet de décret qui est sorti vendredi dernier sur justement cette étude d'optimisation de la densité qui va s'appliquer pour toutes les actions et opérations d'aménagement soumises à l'évaluation environnementale. Donc ça veut dire que dès lors qu'on sera qualifié d'action ou d'opération d'aménagement et qu'on sera dans l'obligation de réaliser une étude d'impact, il faudra inclure à l'étude d'impact cette étude d'optimisation de la densité, donc travailler sur la densité possible en fonction de la zone dans laquelle le projet s'implante, compte tenu de la qualité urbaine, tout en préservant la biodiversité et en favorisant la nature en ville. Voilà. Après d'autres nouveaux outils, mais plus à la marge, les échéanciers prévisionnels dans les OAP qui permettent l'ouverture à l'urbanisation de zones AU, ou encore la fixation possible de densité minimale des constructions au sein des ZAC. Juste pour votre parfaite information, il existe d'ores et déjà dans le Code de l'urbanisme la possibilité pour les auteurs de PLU de fixer des densités minimales sur certains secteurs du territoire dès lors que ces secteurs sont desservis en transport collectif. Voilà. Donc ça, c'était les nouvelles mesures de la loi climat et résilience pour favoriser le renouvellement urbain et inciter à une densification urbaine. Alors ensuite, il y a d'autres mesures qui sont, elles, liées à la protection des continuités écologiques et à l'introduction de la nature en ville. Alors, ce qui est nouveau avec la loi climat et résilience, ce sont ce qu'on appelle les zones préférentielles de renaturation.
Donc, ça va être les SCOT et possiblement les PLU qui vont délimiter des terrains sur lesquels des actions ou des opérations d'aménagement devront être menées pour renaturer, donc désartificialiser les sols, ces terrains-là. Ensuite, dans le cadre des PLU notamment, autre mesure intéressante, obligation d'intégrer des orientations d'aménagement et de programmation qui définissent des actions et des aménagements nécessaires à la mise en œuvre des continuités écologiques qui peuvent être en milieu rural et pourquoi pas, on pourrait l'imaginer, dans des espaces plus urbains. Et une autre disposition qui est intéressante, c'est le dernier tiré, c'est la possibilité, non, c'est l'obligation pour les PLU, dans certaines communes ou agglomérations, de venir fixer une part minimale de surface non imperméabilisée ou éco-aménageable, alors à travailler sur cette notion, voilà, sur certains secteurs. Donc là, c'est vraiment inciter à intégrer un dispositif vert dans les centres urbains pour faciliter, si vous voulez, la bonne acceptation par la population, justement, de la densité urbaine. Donc ça, ce sont les outils intégrés dans les documents de planification SCOT, PLU, carte communale. Et le législateur a également étendu la possibilité de déroger aux règles des PLU. Et je laisse la main à Bérangère. Merci Fanny. Effectivement, donc comme vous l'avez souligné, on voit bien qu'à travers les différents outils de renaturation des sols, de désimperméabilisation, on voit bien tout de suite la logique de réduction des fonciers constructibles. Donc, j'allais dire la deuxième jambe du ZAN, après donc celle de la nature en ville, c'est la ville compacte et donc tout ce qui va permettre de densifier davantage les projets dans le prolongement des études qui ont été réalisées au stade des documents d'urbanisme, voire dans les actes. Donc, on avait déjà beaucoup de dispositions qui permettent en fait de déroger aux règles des PLU au stade des projets dans le code de l'urbanisme. Et donc, ces dérogations ont été encore enrichies à la fois compte tenu de la nature des projets concernés ou compte tenu de l'implantation des projets. Donc, on connaissait les dérogations de l'article 152-6 du Code de l'urbanisme qui s'applique à certains projets de construction, surélévation, transformation dans les communes assujetties de plein droit à la taxe sur les logements vacants, ce qu'on appelle les zones tendues pour faire plus court et moins technique. Ces dispositions-là ont été étendues au périmètre des grandes opérations d'urbanisme, qui est, j'allais dire, la petite cousine des opérations d'intérêt national, alors qui reste encore assez discrète aujourd'hui, mais donc on espère qu'elles pourront se développer davantage. À ma connaissance, il y en a au moins 2 aujourd'hui qui sont en cours. Peut-être que ce sera amené à se développer. Et les autres territoires concernés, qui sont beaucoup plus nombreux, eux sont les communes, enfin les centres-villes exactement, qui sont couvertes par des conventions d'opérations de revitalisation des territoires, les fameuses ORT. Et donc là, on n'a pas le temps de rentrer dans le détail, mais voilà, toutes ces dérogations qu'on connaissait déjà sont étendues à d'autres parties du territoire. Comme ça a été dit, l'idée c'était vraiment de pouvoir donc accompagner la sobriété foncière et faciliter le développement d'opérations un petit peu plus compactes. Et là aussi, donc d'autres dérogations ont été prévues. Notamment, on abordait la reconversion des friches comme outil de sobriété foncière. Donc là aussi, pour soutenir les projets sur ces terrains-là qui peuvent être des projets un petit peu coûteux ou complexes pour des motifs techniques. Des dérogations sont prévues, notamment en matière de gabarit et de stationnement. Alors, j'ai pas le temps de le développer, mais pour les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, je rappelle que la friche
La notion de friche a été définie par la loi climat, l'article L111-26 du Code de l'urbanisme, qui mérite qui prévoit, qui renvoie un décret qui est en cours de rédaction, de préciser les modalités d'application de cet article-là, qui est une notion distincte de la notion de friche qui a été retenue pour la mobilisation du fonds friche. Voilà, donc je referme la parenthèse friche. Et concernant les autres outils, donc pour, comme le disait Fanny, rendre les projets un peu plus denses et plus acceptables pour les concitoyens, sur la slide suivante, voilà, on voit l'accompagnement en fait du législateur des projets assez vertueux, donc ceux notamment qui prévoient des espaces extérieurs, puisque tout ça n'est pas forcément compatible ou difficilement avec les règles d'urbanisme, les autres règles d'urbanisme d'un PLU, donc là une dérogation est possible. Le législateur a également prévu une dérogation pour les constructions exemplaires permettant de déroger aux règles de hauteur. On est notamment sur les constructions bois ou peut-être d'autres opérations qui requièrent des éléments en structure et qui seraient pénalisées en fait par des règles de hauteur prévues dans le PLU. Donc là, une dérogation est également prévue. Et on parlait tout à l'heure aussi également de la stratégie nationale bas carbone et de l'idée de réduire la trajectoire carbone à la fois des opérations de construction mais aussi d'aménagement. Et donc là, on est sur une disposition voilà, qui s'inscrit pleinement dans cet objectif, qui est en fait de prévoir une compensation, entre guillemets, en cas de réalisation d'aires de stationnement de vélo, qui est assez publicité dans certains territoires, pour réduire les obligations de réalisation d'aires de stationnement de véhicules motorisés que peuvent imposer certains PLU. Donc l'idée de tous ces outils, c'est effectivement de permettre de concilier à la fois sobriété, nature en ville, voire empreinte carbone, pour pouvoir voilà, tenir compte, assurer un développement des territoires dans le cadre d'une trajectoire zéro artificialisation nette. Et ce sujet de la nature en ville, c'est la slide suivante, on le voit, est encore d'actualité puisque le gouvernement a prévu la mise en place d'un fonds pour développer les îlots de chaleur. On a eu parallèlement, donc il y a un fonds qui existe pour tout ce qui est ferme en ville. Et récemment, donc je vous ai mentionné dans les slides, donc les outils qui se traduisent derrière ces annonces et ces fonds. Donc notamment sur les outils réglementaires pour développer les fermes urbaines, on a une réponse ministérielle assez récente du mois de mai qui reprend les outils en fait que développait Fanny Claire tout à l'heure, et notamment la mobilisation des OAP. Et je rappelle aussi, puisque le sujet a été évoqué, de l'identification de zones de renaturation à l'échelle des territoires, qui va requérir donc des financements pour les collectivités. Et sur cet aspect, le champ de la taxe d'aménagement majorée a été amendé en loi de finances 2021, qui est en vigueur depuis le 1er janvier cette année et qui a étendu en fait les motifs pour lesquels la TIA majorée peut être mobilisée, et notamment la création d'espaces de renaturation, d'îlots de fraîcheur. Voilà, donc il y a des outils juridiques, des outils financiers qui ont été prévus par le législateur à ce stade, et c'est pas fini, j'ai envie de dire, puisque dans la slide suivante, on rappelle, même si là aussi le calendrier a été bousculé et les élections récentes le décaleront peut-être davantage, mais le principe a été posé dans la loi de l'élaboration d'un rapport par le gouvernement à présenter au Parlement pour justement présenter les modifications nécessaires pour accompagner cette trajectoire ZAN, notamment en matière de délivrance des autorisations d'urbanisme, sur les outils fiscaux, que ce soit ceux du logement, de la construction, la fiscalité de l'urbanisme, les outils d'aménagement, de maîtrise foncière, mais également la compensation. Voilà, donc le Parlement n'a pas achevé de la boîte à outils et ouvre la boîte à outils pour accompagner cette trajectoire ZAN. Et on l'a vu, le Sénat a lancé justement une consultation
notamment auprès des collectivités territoriales, peut-être dans cette perspective de pouvoir identifier à la fois des freins et mobiliser de nouveaux leviers pour faciliter la mise en œuvre de cette trajectoire. Donc, cette trajectoire-là, une fois qu'on l'a posée, eh bien, il va falloir l'observer. Et donc, c'est l'objet de notre dernière partie de présentation avec Fanny Claire. Donc, différents outils d'observation, puisqu'une fois que on a défini les notions nécessaires à la transcription de cette trajectoire dans les documents de planification, comme je vous le disais tout à l'heure, une fois posées ces notions et le calendrier, le législateur a également prévu donc, des points d'étape de suivi et notamment, donc, on voulait vous rappeler les outils prévus à la fois par la loi, mais également ceux qui préexistaient. Donc, dans les outils d'observation qui sont mentionnés dans la slide suivante, la loi a prévu une proposition qui était déjà mise en œuvre dans certains territoires, mais qui vise à la généraliser, comme l'avait suggéré un député qui avait rédigé une proposition de loi en ce sens, qui s'appelait Monsieur Laglaise, pour certains qui avaient suivi ses travaux. Donc l'idée est de pouvoir déployer davantage les observatoires locaux du foncier et de l'habitat pour pouvoir donc suivre cette trajectoire-là. Existe déjà le portail de l'artificialisation, qui est un outil qui est assez intéressant, voilà, qui est à disposition des collectivités locales, mais j'invite aussi les participants à l'observer parce que c'est vraiment assez intéressant, étant souligné que, puisqu'on vient de le dire, l'artificialisation a été récemment définie. Aujourd'hui, ce portail-là se base sur les fichiers fiscaux retenus pour l'établissement de la taxe foncière pour la TFPB. Et donc là aussi, c'est assez intéressant dans une présentation du ministère qui est reproduit dans la slide suivante. Vous avez vraiment voilà, les simulations entre le réel, la consommation des NAF et l'artificialisation. Mais donc artificialisation telle qu'elle est observée jusqu'à présent avec les critères et les outils qu'on connaît aujourd'hui, donc qui seront amenés à être réajustés. Un dernier outil que je voulais vous rappeler avant de céder la parole à Fanny, qui est l'outil d'observation de l'artificialisation des territoires pour les opérations d'aménagement, donc qui est un outil en bêta-test aujourd'hui, mais que vous pouvez également consulter pour mieux comprendre ce dispositif. Et je cède la parole à Fanny. Merci Bérangère. Ensuite, nous allons aborder le rôle de la conférence des SCOT, même si ça a été évoqué rapidement tout à l'heure, puisque c'est une date qui est extrêmement importante dans la mise en œuvre de la trajectoire ZAN sur les territoires. Cette conférence des SCOT, elle doit se tenir avant le 22 octobre prochain, puisque c'est la date limite pour que la conférence des SCOT envoie au conseil régional et donc à l'autorité en charge du SRADET une proposition de déclinaison de la consommation foncière sur l'espace régional. Cette conférence des SCOT, donc, elle est composée de qui? C'est l'ensemble des établissements compétents en matière de SCOT sur la région, donc, qui seront présents, ainsi que certains représentants des territoires qui ne sont pas couverts par les SCOT. Alors, il y a la loi 3DS, mais je ne rentrerai pas dans le détail. La loi 3DS est venue apporter certaines précisions sur le mode de désignation des personnes donc, qui siégeront à cette conférence des SCOT. Alors, l'objectif, j'ai commencé à l'expliquer de cette conférence des SCOT, ou en tout cas son rôle. On va dire que c'est un nouvel espace d'échange territorial qui a pour objectif de trouver un accord sur la répartition de l'effort entre les territoires composant le périmètre de la région.
Donc, lors de cette conférence, les territoires devront se mettre d'accord quelque part sur les enveloppes constructibles qui seront données à chacun. Donc, il y a quand même des enjeux politiques très forts, très importants. Alors d'ores et déjà, on sait que certains territoires peut-être n'iront pas jusqu'à proposer une répartition quantitative, mais plus proposer une méthode, on va dire, qualitative pour permettre en fait à la région de statuer et de trancher sur l'enveloppe, on va dire, consommable qu'elle donnera à chaque territoire couvert donc par la région et donc par le SRADET. Voilà, donc une conférence qui devra avoir lieu avant octobre 2022. Et donc cette proposition sera envoyée au SRADET et le SRADET arrêtera son projet en principe en ayant en main cette proposition et on l'espère pour les territoires en prenant en compte les propositions qui seront faites. Il y a un bilan qui sera fait par la conférence des SCOT en 2025, justement sur la déclinaison territoriale qui aura été arrêtée par le SRADET et la conférence des SCOT aura la possibilité de faire des propositions d'amendement par rapport à la répartition qui aura été actée par le SRADET. D'autres outils de suivi, donc dernière slide, très rapidement, on parle des rapports triennaux, en effet, les autorités compétentes en matière de PLU, PLUI ou carte communale devront tous les 3 ans faire voter en conseil municipal ou communautaire un rapport qui en fait retracera les résultats par rapport aux objectifs qui auront été fixés en matière de réduction de la consommation des sols. Ces rapports seront publiés et seront communiqués aux représentants de l'État, du département et de la région. Également un bilan quinquennal national donc, qui est prévu. Donc, c'est un rapport du gouvernement qui aura lieu tous les 5 ans et qui fera état des résultats justement de ces objectifs de réduction de la consommation des sols et surtout de la question de l'adéquation des moyens qui seront mis en place pour aider les territoires justement à mettre en œuvre cette politique qui, on l'a vu, nécessite quand même une ingénierie assez importante. Pour finir, également, un bilan, ce qui n'est pas indiqué, mais tous les 6 ans, le PLU devra réaliser un bilan par rapport aux objectifs qui auront été fixés. Ce bilan, donc, était avant réalisé tous les 9 ans. Voilà, je laisse la main à Anne-Charlotte, peut-être. Oui. Merci Fanny et merci à tous les intervenants pour votre présentation très pratico-pratique et très pédagogique. Alors, on a déjà reçu certaines questions. Si les participants veulent encore poser des questions, le petit formulaire est affiché sur votre écran. Donc, petite flèche orange à droite, puis vous tapez la question, elle sera envoyée à nos intervenants. Il y a déjà des questions qui sont tombées, alors je pense que vous pouvez en traiter le temps qu'on en ait d'autres, si vous le souhaitez. Je vous laisse du coup la main sur l'ordre dans lequel vous souhaitez prendre les questions. Alors, il y avait une première question sur, alors c'était quid des procédures PLU et SCOT dans l'attente du SRADET. Alors, je ne sais pas, Bérangère, si vous voulez répondre ou si je prends la main. Non, je vous laisse. Alors, en effet, pour les procédures en cours, il faut distinguer si la procédure a passé, on va dire, l'étape de l'arrêt. Si à la date de promulgation de la loi, le projet a déjà été arrêté de PLU ou de SCOT, vous pouvez approuver, alors je simplifie, parce que il y a notamment la question de l'étude de densification à revoir, mais bon, ça c'est du détail. Vous pouvez approuver sans attendre le SRADET.
mais ce qui nécessitera de toute façon à terme de reprendre une procédure pour intégrer les objectifs de réduction de la consommation des sols qui seront fixés par le SRADET. Donc, à vous de voir. Voilà. Par contre, si à la date de promulgation de la loi, la version ou le projet n'a pas encore été arrêté, l'ensemble, on va dire, de la loi climat et résilience devra être intégré dans la procédure qui a été lancée. Et donc, on vous préconise d'attendre en effet que le SRADET se positionne sur les objectifs et leur déclinaison sur l'ensemble du territoire régional pour intégrer en effet ces objectifs-là et être, on va dire, compatible ou prendre en compte, en fonction du document que vous élaborez, ce document supérieur. De mémoire, Fanny, cette prise en compte, en fait, j'allais dire postérieure, elle peut se faire par modification simplifiée. C'est ça, le législateur a essayé de... Alors, on peut le faire par modification simplifiée. Après, ça pose la question de la participation du public, parce que lorsqu'on passe par une modification simplifiée, en général, on n'a pas d'enquête publique. Bon, donc, à mon sens, même si vous passez par une modification simplifiée, ce qui est autorisé ici par la loi, hein, et ce qui est une dérogation au code de l'urbanisme, je vous conseille de réaliser une enquête publique pour au moins être conforme avec les règles de participation du public nationale, mais également européenne. Il y avait une autre question sur la notion d'ENAF. Peut-être, Fanny, je vous laisse répondre. Moi, je répondrai à celle sur le prix du foncier, même si c'est la question piège. Certains nous demandaient des précisions sur l'exception qui est prévue par la loi, notamment pour les centrales solaires, puisqu'en effet, l'article 194.3 de la loi Climat et Résilience précise que certaines centrales solaires ne sont pas considérées comme consommant des ENAF. Donc, c'est une dérogation hein, de la loi. Et donc, il y a des critères qui sont fixés. Et aujourd'hui, donc la loi a déjà défini certains critères, mais assez généraux. Et il y a un projet de décret qui est en ligne, hein, définissant les modalités de prise en compte des installations de production d'énergie photovoltaïque au sol dans le calcul de la consommation d'espace. Donc, c'est un projet de décret qui date un peu, mais que vous trouverez en ligne assez facilement. Voilà. Et qui vient délimiter justement ou fixer les critères auxquels doivent répondre ces centrales solaires pour entrer dans l'exception prévue par la loi. Juste, il y a une question complémentaire par rapport, je pense, à celle portant sur l'étude de densification. Est-ce qu'elle sera dans le document, dans le rapport de présentation ou dans le règlement écrit? Je ne sais pas si sera dans la loi est... C'est dans le PAD qui doit être contenu l'étude de densification. Donc, ça sera une partie du PADD. Mais en réalité, je pense qu'on la retrouvera dans le rapport de présentation du PLU, puisque dans ce rapport de présentation, justement, on va faire le diagnostic du territoire, définir les besoins en matière de production de logements et d'activités économiques, et donc travailler justement sur les espaces urbanisés libres et mobilisables. Donc on le retrouvera à mon sens dans les deux documents. Et je vous laisse donc répondre à la question sur la consommation d'ENAF qui était... la notion d'ENAF correspond-elle au classement du PLU à l'occupation réelle des parcelles? Alors, en effet, la loi Climat et Résilience distingue le classement de la consommation réelle. Donc, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, certains documents de planification classent en zone à urbaniser des ENAF qu'il faut considérer qu'ils sont consommés réellement. Voilà, donc le classement en fait dans les documents de planification ne sera pas pris en compte dans les objectifs quantifiés de consommation foncière sur les territoires.
sais pas si j'ai été claire. En fait, c'est vrai que ça peut être compliqué pour les participants ou de manière générale pour tous les acteurs du ZAN. C'est vrai qu'on a une déconnexion entre occupation effective, classement, zonage d'urbanisme et qualification en consommation, enfin en espace consommé ou en artificialisation. Je vais juste, peut-être, je crois que Olivier voulait répondre pour rester dans la cohérence des questions par rapport aux thématiques. Sur qu'est-ce qu'un PLU ZANé non ZANé, et ça rejoint un petit peu cette question. Olivier, je sais pas si Oui, je suis avec vous, pardon. Oui, sur la question qui a été posée sur à quoi ressemble un PLU ZANé, et on pose la question de savoir si les zones AU seront supprimées. Alors, j'ai jamais vu de PLU ZANé, je pense que personne n'en a vu encore à cette date. Il y en a peut-être en préparation, enfin en tout cas on y travaille au cabinet, on a évidemment des collectivités qui se posent ces questions-là de manière évidemment centrale dans leur réflexion, mais si on peut poser le principe suivant, c'est que déjà les zones AU sont en permanence réinterrogées. En fait, une zone AU, lorsqu'on fait une révision de PLU, classiquement, hein, avant même le ZAN, on doit forcément la réinterroger pour voir si, oui ou non, cette zone correspond toujours aux besoins de la collectivité et si les enjeux n'ont pas changé en cours de route. Sachant qu'une zone AU, au bout de 9 ans d'existence, doit nécessairement, pour être réouverte à l'urbanisation, passer par une révision de PLU. Donc on voit bien qu'on a une gradation déjà existante dans le droit déjà applicable sur les zones AU. Alors, évidemment que si on se projette un petit peu avec les principes qui viennent d'être énoncés pendant l'heure qui vient de se dérouler, les nouveaux PLU ZAN, ZANés, climatisés, j'ai entendu aussi, vont forcément réinterroger toutes les zones à urbaniser, par définition. Hein. Elles devront être compassées et revues à l'aune des principes éviter, réduire, compenser que l'on a déjà cités. Et pour le dire autrement, il n'y a pas de droit acquis avoir une zone AU persister dans le temps. Et celle-ci peut être réinterrogée évidemment dans la logique de refaire des documents d'urbanisme au goût du jour et appliquant les nouveaux textes, d'une part, et d'autre part, et surtout, en cas de contentieux, qui viendrait interroger le fait de maintenir une zone AU en dépit du bon sens législatif, hein, j'entends, c'est-à-dire des nouveaux principes qui s'appliquent, eh bien, on aura peut-être une insécurité juridique sur certaines opérations. Donc oui, le PLU ZANé, on ne sait pas à quoi ça ressemble vraiment, mais certainement que beaucoup de zones AU, en tout cas de AU, c'est-à-dire les zones d'urbanisation future, seront très fermement réinterrogées. Et on a déjà ces questions dans les opérations qu'on suit aujourd'hui, que ce soit des opérations de mise en compatibilité de documents d'urbanisme pour des opérations immobilières importantes. On se projette, on se dit, bon, que vont dire les élus dans quelques mois, mais dans 3-4 ans, quand on va vraiment appliquer ces textes de manière assez serrée, puisque on sait en droit français que le droit d'urbanisme s'applique, je l'ai dit un peu dit tout à l'heure, souvent en décalé, hein, le temps que le juge s'en saisisse. On conçoit la fermeté des textes. Évidemment, les textes s'appliquent directement, mais on en comprend tous les effets souvent après que les juges se soient prononcés. Et donc, attention, prudence et analyse nécessite évidemment le maintien de certaines zones. Voilà. Pour revenir sur la question de artificialiser, non artificialiser, il y a une question sur le fait de savoir si des canalisations enterrées sont en surface artificialisée ou non artificialisée. Dès lors qu'elles sont enterrées, j'ai envie de dire qu'il faut savoir ce qu'il y a au-dessus et donc où elles se situent pour pouvoir déterminer dans quelle catégorie elles rentrent. Étant rappelé que voilà, ce n'est qu'une nomenclature et qu'on attend aussi un arrêté seuil qui aura forcément un impact sur la classification de ces différents secteurs ou projets. Et pour rebondir sur la question qui a été posée de l'impact sur le prix du foncier et de la production de logements, ça a été un petit peu dit en filigrane, c'est-à-dire que lorsque le législateur se dit qu'il faudrait se revoir pour réinterroger éventuellement des outils de compensation, des outils fiscaux, d'aménagement, de maîtrise foncière, on voit bien, hein, si on doit identifier des espaces de renaturation dans les territoires
pour justement opérer cette trajectoire-là. Nécessairement, les terrains qui pourront être artificialisés se réduiront. Alors après, tout dépend aussi des territoires. On sait qu'on a des disparités. Il y avait une question sur le fait de savoir si tous ces textes s'appliquaient partout, y compris dans les villages. La réponse est oui. Il n'y a pas de. Alors, il y a une différenciation territoriale, en particulier régionale, qui a été posée, mais c'est bien l'ensemble du territoire et une trajectoire nationale qui a été définie et qui doit être mise en œuvre et suivie. Donc ça aussi, et c'est l'objet entre guillemets, j'allais dire, du test nomenclature, c'est de voir un peu l'impact de ces différents textes selon les disparités de territoire, certaines qui ont été plutôt sobres ces dernières années. Nous, on a des promoteurs qui travaillent notamment sur la région Île-de-France et qui, quand on observe finalement la consommation d'espace dans cette région-là, c'était assez vertueux, mais on sait aussi qu'il y a des besoins dans certains territoires qui fait qu'on sait aussi qu'on va devoir artificialiser. Donc, c'est pas nouveau, le foncier est un bien très convoité, et là, il le sera d'autant plus que tantôt il faudra renaturer, tantôt il faudra pouvoir le développer. Et toute la question, c'est de savoir quels sont les outils dont on dispose aujourd'hui. Donc ça, on les a rappelés tout à l'heure, donc notamment celui de reconvertir des friches ou peut-être faire une ville plus compacte. Ce sont des premiers éléments de réponse. On a quelques outils fiscaux. La question, c'est de savoir s'il ne faut pas aller plus loin. Et ça, l'avenir nous le dira, mais en tout cas, à la Fédération, on y travaille. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions qui ont été posées. Il y avait celle de savoir si dans les PLU, il y aura 2 calculs de la consommation à réaliser. Les consommations à analyser au cours des 10 années précédant l'arrêt du projet de PLU et le calcul de la consommation à réaliser d'août 2011 à 2021. En fait, oui, effectivement, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que il faudra observer la consommation. Donc là, on est sur les ENAF des 10 précédentes années pour pouvoir diviser par 2, définir en fait là pour le coup la trajectoire de division par 2 de cette consommation des espaces naturels, enfin des ENAF. Je ne sais pas si on a répondu à l'ensemble des questions. Il me semble que oui. Oui, il me semble que oui, que toutes les questions qui sont arrivées jusqu'à présent ont été traitées. Eh bien, écoutez, il me reste à vous remercier pour ce travail pédagogique qui s'inscrit dans le cadre du dossier d'opération immobilière. Je suis ravie aussi d'annoncer que le prochain dossier, un prochain dossier d'opération immobilière sera consacré aux droits dérogatoires sous votre plume, enfin la plume du cabinet Rivière et d'Olivier Bonneau, voilà. Il me reste à vous remercier, à remercier les participants et puis à vous donner rendez-vous pour un prochain webinaire le 5 juillet consacré à l'implantation des entrepôts. Voilà. Merci à tous. Au revoir. Au revoir, bonne journée.